Acharya Prashant est un éminent exégète contemporain du Vedanta et une voix importante pour l'éveil social et spirituel. Il est l'auteur de plus de 160 livres, y compris plusieurs best-sellers nationaux publiés par des éditeurs internationaux de renom tels que Penguin et HarperCollins. Ses écrits relient profondément le darshan indien au contexte moderne, favorisant une profonde conscience de soi. Après avoir terminé ses études à l'Institut indien de technologie de Delhi et à l'Institut indien de management d'Ahmedabad, Acharya Prashant a fondé la fondation Prashant Advait, qui est maintenant devenue un mouvement mondial. Il est l'un des rares individus à avoir réussi à la fois les examens très compétitifs de l'IIT 4 et de l'UPSC la même année. Il a été honoré de plusieurs prix prestigieux pour ses contributions exceptionnelles au bien-être animal, à la conservation de l'environnement et au récent prix de contribution exceptionnelle au développement national indien, décerné par l'Association des anciens élèves de l'IIT Delhi. Nous avons deux photos ici. Une femme rurale, en sari, faisant des travaux ménagers. Et à côté, une photo d'une femme urbaine, métropolitaine, allant à son bureau. Laquelle de ces deux femmes appelleriez-vous libérée? La deuxième image, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça le problème. La liberté ne peut pas être une image. Et si la liberté est une image, alors la liberté est l'esclavage à cette chose. On vous a dit à l'avance comment regarder, comment fonctionner, comment vous comporter. C'est le genre de vie que vous devez mener. Maintenant, y a-t-il de la liberté là-dedans? Bonjour, monsieur. Monsieur, je m'appelle Priyanshu Sanskar du département d'Histoire. Ma question est la suivante. Malgré des progrès juridiques et une visibilité sociale sans précédent, les femmes à travers le monde continuent de faire face à des formes subtiles de contrôle et d'attente. Comment la modernité, qui garantit la liberté, crée-t-elle une cage invisible pour les femmes? Et comment la vision de la véritable libération de Mahatma Gandhi peut-elle nous aider à les identifier et à les démanteler? Merci, monsieur. Avons-nous la question? Donc, il y a la condition de la femme dite moderne et émancipée. La question dit qu'elle est toujours dans une cage, bien que la cage soit maintenant invisible, comme tu l'as dit. Et il le place dans le contexte de l'idéal gandhien de libération. C'est ça? Il a dit. D'accord. Alors, la femme moderne, éduquée et libérée est-elle vraiment libre? Si nous avons deux images ici, une femme rurale, Ensari, en train de faire travaux ménagers. Et à côté, une photo d'une femme urbaine, métropolitaine, allant à son bureau. Laquelle de ces deux auriez-vous envie d'appeler immédiatement comme libérer la deuxième image, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Portèrent des vêtements plus modernes et aller au bureau au lieu de s'occuper des tâches ménagères. Vous direz que c'est une personne libérée. La deuxième image correspond à la liberté, peu importe. Et c'est exactement le problème. La liberté ne peut pas être une image. Et si la liberté est une image, alors la liberté est un confinement.
La liberté est un esclavage à cette image. Vous comprenez? Où en étions-nous? Oui, l'image. Donc, si vous savez à l'avance que c'est ce que signifie être moderne, alors où est la liberté? Un homme, un garçon, une fille, une jeune personne assise ici, s'ils savent bien à l'avance que cette deuxième image, voici la première, et ce n'est pas moderne, conservateur, traditionnel et tout ça. C'est celui qui est libéré. Et vous savez d'avance que c'est ce qu'on appelle la libération. Si c'est ce qu'on appelle la libération, où est la liberté? On vous a dit à l'avance quoi faire, comment regarder, comment fonctionner, comment se comporter. On vous a dit à l'avance. C'est le genre de vie que vous devez mener. Et si c'est ainsi que vous seriez, alors vous méritez d'être appelé moderne ou libéré. Et vous devez faire cela. Vous devez faire cela. Vous devez être comme ça. Alors, est-ce cela la liberté? Est-ce cela la liberté? Tout d'abord, il y a un cadre, tout comme une image a un cadre. Non? C'est, comment dit-on? C'est une photo encadrée. Alors il y a un cadre, et la femme n'est pas autorisée à dépasser ce cadre. Deuxièmement, tout ce que vous voyez dans l'image est un type particulier de comportement. Ce que vous voyez est un type particulier de comportement, et ce que vous voyez n'est que l'extérieur. Vous regardez son visage, et il a probablement un maquillage différent par rapport à une femme rurale. Sa coupe de cheveux pourrait être différente. Le choix des vêtements serait différent. Et évidemment, l'environnement, les alentours, le lieu de travail, c'est différent. Tout cela vous parle uniquement des extérieurs, n'est-ce pas? Y a-t-il un moyen pour qu'une image puisse observer leurs entrailles et savoir ce qui se passe? Non. Alors, tout d'abord, nous avons dit qu'il n'y a pas de liberté parce qu'il y a un cadre. Si vous ressemblez à cela, si vous vous comportez comme cela, alors seulement vous méritez d'être appelé moderne et libéré. Deuxièmement, tout ce que vous voyez est l'extérieur. Alors, la liberté est d'abord une chose intérieure. La liberté, c'est avant tout une chose intérieure. La liberté n'est pas quelque chose de si bon marché que vous pouvez être considéré comme libre, simplement en portant un certain type de vêtements tendance. Et c'est là que le contexte gandhien devient pertinent. Parce que quand Gandhi a parlé de libération dans la tradition, la longue tradition des sages penseurs de l'Inde et du monde, il était très clair. Et ce qu'il a dit a été presque central à toute sagesse, toute spiritualité. Il a dit non. La liberté concerne avant tout la manière dont vous êtes à l'intérieur de vous-même. Portez-vous des préjugés, des biais, des peurs? Désirs cupides? Ambition égocentrique? Si c'est ce que vous portez en vous, vous n'êtes pas du tout libre. Donc dans le contexte de la lutte pour la liberté en Inde, il dirait que ce n'est pas seulement chasser les Britanniques. Il s'agit avant tout d'être éternellement libre. Il y a une raison pour laquelle les Britanniques ont pu venir ici, s'emparer du territoire et nous dominer. Et la raison était interne. À moins que cette raison interne ne soit abordée, essayez simplement de chasser les Britanniques.
ne nous mènerait nulle part. Et puis il a dit, la liberté, c'est la manière dont vous vous comportez avec les gens autour de vous. Donc interne, et puis le second niveau était social. Et parmi les gens autour de vous, il comptait les femmes. C'était très important pour sa pensée. Toutes les sections marginalisées de la société, les pauvres, les Dalits, il les appelait Harijans, et les femmes. Il a dit, à moins que vous ne soyez conscient du type de comportement et de relation que vous avez avec les personnes qui vous entourent, comment pouvez-vous être considéré comme libre? Si vous vous contentez de suivre inconsciemment la tradition, qui peut être exploiteuse, et qui est même assez exploiteuse, comment pouvez-vous être libre? Comment une personne inconsciente peut-elle être qualifiée de libre? Si vous restez inconscient, quelle liberté avez-vous? Et puis il a dit, la liberté doit aussi consister à ne pas être dictée, même au sein de votre propre souveraineté, par une force extérieure. Ce n'est pas seulement ne pas être commandé par Londres, c'est aussi ne pas être commandé par Delhi. Ce n'est pas seulement ne pas être commandé par un étranger, c'est aussi ne pas être commandé par un initié. Il parlait donc de l'autonomie villageoise. Et le village, en tant qu'entité économique autonome principale, évidemment, il y a des problèmes avec ce modèle, mais l'idée, la base philosophique de son raisonnement reste valable. Alors liberté intérieure, liberté sociale, et liberté pas seulement de ceux que vous considérez comme des étrangers, ou des aliens, ou des autres, mais liberté aussi de celui que vous considérez comme un initié, ou votre propre. N'est-ce pas? Alors c'était quoi ce que Mahatma Gandhi considérait comme la libération? Et c'est un mot très central dans toute la philosophie indienne. Les philosophies indiennes, le Vedanta et les autres. Pas seulement les orthodoxes, mais aussi le jaïnisme et le bouddhisme. Pour eux, le but final est la libération. Libération. Pas la réalisation d'un grand plaisir de son vivant ou après la mort. Pas l'atteinte d'un grand lieu ou être sous la forme d'une âme. Rien de tout cela. Libération. Et Védan parle en particulier de la libération ici et maintenant. Dit, nous ne voulons pas nous divertir avec des concepts fantaisistes comme le paradis et l'enfer. Nous sommes en vie en ce moment et nous méritons une vie libérée ici et maintenant. Alors, ce que disait Gandhi était parfaitement en accord avec ce que les philosophies indiennes, plutôt, ont toujours affirmé, n'est-ce pas? Maintenant, nous reviendrons avec cette compréhension à l'état de la femme. Beaucoup d'entre vous auraient lu le livre ou au moins entendu parler. Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, hein? Une citation très célèbre de là. Oui? La femme n'est pas née, elle est faite. Formidable! C'est une fille, n'est-ce pas? La femme ne naît pas, elle devient une femme. En d'autres mots, elle est faite femme. Elle est faite femme. C'est comme ça qu'elle est faite. Elle est faite comme ça. Autrement, elle est faite comme ça. Dans les deux cas, elle est façonnée par quelqu'un d'autre.
Et ce n'est pas la liberté. Et ce n'est pas la liberté. Comprenez-vous cela? Ainsi, si la modernité n'est qu'un autre nom pour une apparence ou un code de conduite, alors ce n'est qu'un autre nom pour un nouvel ensemble de servitudes. N'est-ce pas? On pourrait dire qu'on lui a dit de se comporter d'une certaine manière et que celle-ci se comporte autrement. Judith Butler. Le genre est une performance. Le genre est performance. Vous vous comportez d'une manière particulière. Vous vous comportez d'une manière particulière et vous serez considéré comme moderne. Vous pourriez dire non, non, nous ne faisons pas seulement ça. Nous pensons aussi de cette façon. Mais même cette pensée est importée. Quand nous disons importer, cela implique une certaine responsabilité, une certaine conscience. Souvent, ce n'est pas importé, c'est implanté. Vous ne savez même pas comment cela s'est introduit en vous. Comprenez-vous? Ici, cette personne a été objectivée par le biais de la possession. Le Manusmriti, par exemple, dirait que la femme ne devrait jamais être libre ou indépendante. Elle devrait dépendre du père, du mari, des fils, mais jamais elle ne devrait être indépendante. Donc il y avait propriété. Dans ce modèle, il y avait propriété. Et dans ce modèle, elle est à nouveau objectifiée. Bien que personne ne la possède légalement maintenant, ne la retrouvons-nous pas objectifiée dans les publicités télévisées chaque jour? Oui. Donc l'objectification est toujours là. Qu'est-ce qui a changé? Nous parlons de liberté, n'est-ce pas? Et la liberté n'est pas de ressembler à celui-là, de se comporter comme celui-là, ou même de penser comme celui-là. Non. Si vous êtes comme ça, êtes-vous libre? Nous ne disons pas que vous devez nécessairement ne pas être comme ça. Même cela ne serait pas la liberté, mais être demandé de se conformer à tout cela ici et là n'est pas la liberté. Celui-ci, le mari, la forçait souvent sexuellement, n'est-ce pas? Et elle n'avait pas de voix, pas de choix. Nous connaissons les taux de fertilité que nous avons connus. Nous connaissons le type de décès maternel pendant l'accouchement que nous avons connu. Nous connaissons aussi le type de maladie gynécologique et les décès qui y sont liés. Ils vivent tout cela. Celle-ci, non, non, non. Il n'y a plus d'entité externe qui puisse maintenant s'imposer à vous. Mais chérie, vous êtes moderne. Vous êtes censé être sexuellement disponible par vous-même. Non? Et si vous dites non? Envers cette chose, je suis un peu réticent. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Ce n'est pas quelque chose que je privilégie. Eh bien, alors, vous n'êtes pas moderne, n'est-ce pas? Même dans le sens sexuel, la modernité est un code de conduite. Aviez-vous beaucoup de choix ici? Non. Même la décision d'interrompre une grossesse était principalement prise par quelqu'un d'autre. Pensez-y, si elle a été amenée à croire qu'elle doit être attirante sexuellement, qu'elle doit porter un certain type de vêtements, a-t-elle même ici une autonomie sexuelle? S'il vous plaît. L'a-t-elle? Le formulaire a changé.
le formulaire est devenu plus subtil. Et quand vos attaches, vos chaînes deviennent plus subtiles, invisibles, alors elles deviennent plus vicieuses et plus difficiles à gérer. Si vous êtes contrôlé de l'extérieur, vous aurez envie de défier votre exploiteur. Mais lorsque vous êtes contrôlé de l'intérieur, vous dites « Personne ne me contrôle. Je suis mon propre maître. Je mène ma vie comme je le veux. » Et c'est une forme plus profonde d'esclavage. Comprenez-vous? Oui. Et alors je vous demande, à quel point est-elle réellement éloignée de celle-ci? Oui, dans l'expérience extérieure et l'apparence extérieure, elle semble en effet différente. Mais ensuite, tant de femmes qui travaillent se plaignent de ce que vous appelez le phénomène de la seconde tournée. Elle dit « je fais ça » et quand je reviens, je fais aussi ça. Au lieu d'avoir ensuite un cadre pour se conformer, elle a maintenant 2 univers à chevaucher parallèlement. C'est ça la liberté. C'est vraiment ça la liberté. Alors, si vous regardez les formes modernes de superstition, etc., les femmes y participent avec plus de vigueur que les hommes. Les rapports suggèrent que l'adhésion aux applications d'astrologie est orientée vers les femmes. Maintenant, elle ne peut vraiment pas être une femme analphabète, n'est-ce pas? Elle télécharge une application et l'utilise. Est-elle vraiment libérée? Et la question la plus souvent posée est « Quand vais-je me marier? Est-ce cela la libération? » Non, vous utilisez simplement des moyens modernes pour satisfaire un instinct très primitif, très animal. Les moyens sont modernes. L'instinct est primitif. Est-ce cela la modernité? Est-ce cela la modernité? Portant des vêtements très branchés, voire très révélateurs, elle participe à un rituel pseudo-moderne. C'est un mot que je viens d'inventer. Ne le cherchez pas dans le dictionnaire. Néobogus, ça sonne bien, hein? Alors, certains cristaux, un peu de non-sens, quelque chose, et elle a l'air très moderne. Est-ce cela la liberté? Elle était envoyée avec beaucoup de dot à quelqu'un, à une personne que son père ou la communauté étendue avait choisie. Vous voyez la relation avec l'argent ici. L'argent, le corps, la famille, tout. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Et celle-ci, si elle commence à aspirer à être une femme trophée et qu'elle lie son corps à l'argent, y a-t-il de l'amour? Quel genre de liberté est-ce qui vient sans amour? Elle n'était pas censée parler d'amour. Elle devait seulement parler de ses devoirs. D'accord? Vous avez des devoirs envers votre mari et votre famille. Celle-ci, elle ne sait pas ce qu'est l'amour. Alors elle dit, « D'accord, vous savez,
Laissez-moi bien me préparer pour obtenir le bon mari. Je sais que je généralise. Je généralise énormément. Mais c'est ce à quoi la question nous mène. Regarde, d'accord. La liberté est d'abord intérieure. Les racines de la liberté sont toujours en nous. La liberté n'est pas démonstrative, pas performative. On ne peut pas agir d'une certaine manière et dire « Vous savez, c'est ça la liberté ». Non. Alors prenons un indice des systèmes de philosophie indienne dont j'ai parlé. Ils parlent de liberté. Ils disent que la liberté est le but. Et ensuite, ils vous disent aussi que la compréhension est votre véritable identité. Comprendre non pas comme une tâche, mais comprendre comme être. Je suis la compréhension elle-même. Comprendre non comme quelque chose que vous faites, mais comme quelque chose que vous êtes. Et ces deux vont ensemble, la compréhension et la liberté. Donc quand vous comprenez ce qui se passe vraiment ici, alors vous avez fait les premiers petits pas. Et puis cela vous emmène loin, très loin. S'il y a vraiment une liberté, elle doit être de savoir ce qui se passe. Savoir ce qui se passe. Et à partir de là, la bonne réponse à la vie émerge spontanément. C'est la liberté. Est-ce que je comprends ce qui se passe? Ou étais-je emporté par un certain type de courant ici? Et je suis toujours emporté, juste que le courant a changé. J'étais retenu captif là-bas. Je suis toujours captif. Juste que cette fois, le ravisseur est en moi. Pas seulement en moi, mais probablement porte aussi mon propre nom. Je suis mon propre bourreau. Est-ce que je comprends vraiment ce qui se passe? En tant que femme ou homme, si je sais, c'est ça la liberté. Car j'ai tellement peur, ou je suis juste trop paresseux, que je veux suivre, confirmer, demander à quelqu'un d'autre de diriger, lire les pensées de quelqu'un d'autre, et ne pas même méditer correctement sur elles et juste dire, parce que tout le monde se comporte comme ça, alors moi aussi je dois, parce que je ne veux pas être laissé de côté. C'est la peur, non? La peur et la liberté peuvent-elles aller ensemble? Je répéterai cela 10 fois, et ce ne serait toujours pas suffisant. La liberté ne concerne pas votre apparence ou votre démarche. Ce n'est pas l'accent que vous portez. Ce n'est pas à quel point vos vêtements sont heureux. C'est une question de savoir si vous savez vraiment ce qui se passe. Ce n'est pas une question de contrôler ce qui se passe. C'est une question de savoir ce qui se passe. Sartre, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on vous fait. Ce qu'on vous fait est circonstanciel, souvent très aléatoire, incontrôlable. Personne ne sait pourquoi les choses se passent comme elles le font dehors.
Mais je dois être le maître de mon intérieur. Il doit y avoir un point à l'intérieur que personne ne peut toucher, que personne ne peut contrôler. En tant qu'êtres humains, chaque cellule de ce corps est conditionnée, n'est-ce pas? Toutes les pensées sont d'une certaine manière sociales. Elles viennent d'ici, de là, d'une combinaison de quelque chose, ceci, cela. Toutes les émotions sont physiques, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est à moi? Trouvez ce qui est vraiment à vous. Peut-il y avoir de la liberté sans cela? Dites-moi s'il vous plaît. Si vous n'avez rien qui soit à vous, pouvez-vous être libre? Comment pouvez-vous être libre? Tout ce qui vous concerne appartient à quelqu'un d'autre. Où est la liberté? Comprenez-vous? Avant que vous ne disiez « je veux le faire », c'est ma vie, c'est mon choix. Non, cette personne ne pourrait même pas dire cela, n'est-ce pas? Elle ne pouvait même pas dire ça. Vous n'entendriez même pas cela aujourd'hui de la part des dames d'un certain âge, dans les régions éloignées. Vous y allez et cette phrase, ce langage, cette attitude, cette métaphore leur est étrangère. Elles ne diront pas « ma vie »,« mon choix ». Non, elles ne le diront pas. On dirait que c'est ce qu'elle dit, et elle le dit 40 fois par jour. Mais en réalité, vos choix sont-ils libres? Où est la liberté dans vos choix? Sans la connaissance de soi, comment saurez-vous jamais d'où viennent vos pensées, vos actions et vos sentiments? Les sentiments, c'est un mot très important quand il s'agit de notre espèce, et surtout le genre le plus important. Si je continue à parler de mes sentiments comme le dictateur de ma vie et de mes actions, est-ce que je... Avez-vous déjà cherché d'où ils viennent? Ai-je même commencé une sorte de prise de conscience personnelle? Je me suis senti comme ça. Alors j'ai décidé de cette manière parce que je suis libre de faire ce que je ressens. Non. Quand nous parlons de liberté, cela inclut la liberté de ne pas être emporté par le flot des émotions. Mais les sentiments sont internes, n'est-ce pas? Je viens vers vous et je dis « je veux vous emmener » et vous résistez. Probablement en composant 100101 et d'autres numéros. Cet individu, il essaie de s'imposer par la force. Mais quand une hormone au hasard, une substance chimique sécrétée par une glande dont vous ignorez même l'existence, vous gouverne de l'intérieur et vous emporte, pourquoi ne résistez-vous pas? Vous ne le faites pas parce que vous pensez que c'est vous-même. Non, personne ne m'emporte. C'est comme ça que je me sens. Ce n'est pas ainsi que vous vous sentez. C'est ainsi que ça se passe. Le corps primitif fonctionne. Et ce corps a émergé de la jungle il y a très peu de temps. Il y a seulement 10 000 ans. Le corps est ancien, âgé de 4 milliards d'années. C'est à ce moment que la vie a commencé à émerger dans les océans. Le corps est ancien, mais la conscience est très récente. Ainsi, le corps parvient encore à dominer. La conscience est un phénomène très renaissant, un nouvel entrant dans la vie des Homo sapiens. Mais le corps, aussi ancien que les jungles et les montagnes, et il porte en lui toutes ces vieilles tendances primitives et animales. Maintenant, les émotions.
les sentiments, ils surgissent de là. Et je dis, vous savez, c'est ce que je veux faire. Êtes-vous libre? Êtes-vous libre? Un vieux animal maudit à l'intérieur de vous gouverne votre vie. Êtes-vous libre? Et si ce même animal pouvait se manifester et apparaître ici, vous savez, pourriez-vous prendre une forme et vous exprimer ici? Vous allez crier et vous enfuir. Non, non, non. Comment puis-je permettre à celui-ci de me contrôler? Mais celui-ci, cette vieille bête, est assis juste ici sous la forme du corps. Et puis nous disons, parce que je suis moderne, progressiste et libéré, donc je ferai ce que je veux faire, à ma façon ou rien, et toutes ces choses. Êtes-vous libre? Cela ne signifie pas que vous devez commencer à suivre la voie de quelqu'un d'autre. Mais cet individu devient d'autant plus malveillant lorsqu'il trouve un moyen plus subtil de vous contrôler, n'est-ce pas? À la pointe d'un pistolet, si je vous contrôle, peut-être seriez-vous contrôlé, mais vous voudriez aussi vous révolter. Mais si une puce est implantée ici, vous dormez et vous êtes secrètement anesthésié, et quelque chose a été implanté ici. Et maintenant vous êtes contrôlé à distance, et vous ne savez même pas que vous êtes contrôlé par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas une forme de liberté plus profonde et plus inextricable? Considérez vos tendances physiques comme ce chip. Ne les laissez pas dicter votre vie. Gandhi, Védan, toute la sagesse du monde entier voit la même chose. Méfiez-vous de l'oppresseur externe. Mais rappelez-vous, l'oppresseur externe ne réussit que parce qu'il a un allié, un agent implanté en vous. Comme un cheval de Troie, non? Voilà, si quelqu'un réussit à vous opprimer de l'extérieur, cela doit être résisté évidemment. Mais rappelez-vous aussi que celui-là ne réussit que parce qu'il raisonne, lui ou elle ou le système, quel que soit le nom de l'oppresseur, raisonne avec quelque chose ici. À moins que celui-là ait un allié à l'intérieur, celui-là ne réussira pas. Ainsi, tout d'abord, de quoi devez-vous vous occuper? La chose externe que vous appelez interne, le grain de beauté. La taupe. La liberté n'est pas un idéal. La liberté ne signifie pas se conformer à certaines idées. La liberté ne signifie pas que vous devez être une superwoman, comme celle qu'ils montrent dans les films. Regardez, voici la femme moderne, libérée et progressiste. Et voilà ce qu'elle fait. Elle est une super patronne, une super maman, une super épouse. Elle est en forme et sexy. Elle est tout à la fois. La liberté ne signifie pas se conformer à ces choses. La liberté consiste à savoir ce qui n'est pas moi. Et c'est une enquête impitoyable qui va jusqu'à se demander, suis-je vraiment moi-même? Est-ce que j'existe même en tant qu'entité indépendante et souveraine? Y a-t-il quelque chose en moi qui ne soit pas le produit du corps, de la société ou des circonstances? Vous n'avez pas besoin de tirer une conclusion, mais ces questions doivent être posées. Et toutes sortes de découvertes commencent par un questionnement impitoyable, non?
Il est plus facile de parler à quelqu'un lorsque la personne est consciente qu'il y a un problème. Alors, on peut en discuter. On peut alors donner des conseils, non? Mais si vous n'êtes même pas conscient qu'il y a un problème, si vous pensez que vous êtes déjà bien, en bonne santé, libre et toutes les bonnes choses, puis il devient extrêmement difficile de parler. La femme moderne. Elle a reçu deux idées contradictoires et conflictuelles. D'une part, oui, on lui a dit que l'humilité est une bonne chose. D'autre part, on lui a aussi dit qu'il faut vraiment affirmer qui vous êtes et ce que vous voulez. Ce qui est très bien. Mais est-ce qu'il y a de l'écoute? Et sans écouter, peut-il y avoir de la compréhension? Et si vous ne comprenez pas, êtes-vous libre? Et n'est-ce pas un signe de peur si vous ne pouvez même pas écouter, si certaines choses ne peuvent même pas être discutées? Mais la modernité performative signifie précisément cela. Il a déjà été décidé ce qui peut être discuté et ce qui ne peut pas l'être. C'était la même chose ici. Sauf que la liste des choses à faire et à ne pas faire a changé. Il y avait des choses à faire et à ne pas faire là-bas. Et il y a des choses à faire et à ne pas faire ici aussi. On est ensemble? Alors je vois la zone de confort. Confort? Monsieur, zone de confort. Ça joue un rôle là-dedans, non? Oui, c'est le cas. Car que ce soit un homme ou une femme, nous ne sommes pas vraiment nés physiquement pour lutter pour notre libération. Vous avez vu des animaux en captivité? Ils se reproduisent là-bas, n'est-ce pas? Ils se reproduisent là-bas, n'est-ce pas? Ouais. En fait, ils se reproduisent probablement plus abondamment en captivité qu'en liberté relative dans la jungle. En tant qu'animaux, nous ne sommes pas conçus pour demander si fermement la liberté que nous sacrifierons tout pour elle. Si on me retient captif et qu'on me donne assez à manger, et s'il y a un partenaire, alors je me reproduirai. Je me reproduirai. Gardez-moi simplement à l'aise. Le corps dit que le confort est plus important que la liberté. C'est ce que dit le corps, et c'est la raison pour laquelle la philosophie vous encourage constamment à vous demander dans quelle mesure vous voulez obéir au corps. Décidez par vous-même. Quel type de relation voulez-vous avoir avec le corps? Parce que le corps ne s'intéresse pas aux choses supérieures de la vie. Vous lisez un excellent livre. Le corps ne veut-il pas simplement s'endormir? Dites-moi. Vous avez un vol important à prendre et le corps refuse de se réveiller. Le corps ne s'intéresse pas à voler haut. Le corps préfère rester tranquillement allongé et ronfler. C'est comme ça que le corps est. C'est l'une des libertés les plus fondamentales, la liberté de défier le corps, la liberté de dire au corps, « Oui, tu fais ce pour quoi tu es conçu, et laisse-moi faire ce que je suis ici pour faire. Nous coexisterons, nous serons de bons voisins, mais faisons connaître nos domaines respectifs et respectons aussi les frontières. » Au niveau de monsieur
Au niveau de la famille, du marché, nous voyons tous un niveau, n'est-ce pas? Par exemple, si j'ai fait quelque chose de bien, mon père m'a félicité ou ma mère m'a félicité ou mes amis m'ont félicité. Mais s'ils s'opposent à moi, alors je réfléchirai. Mais aussi, je n'insisterai pas à un certain niveau. Pourtant, jusqu'à quel point c'est juste ou comment devrions-nous être? Cela dépend du type d'amour que vous avez pour vous-même. Et cet amour détermine le niveau de votre résistance. Petit amour, petite résistance. Grand amour donc. Donc il n'y a pas de modèle que je puisse offrir. Il y a quelque chose que j'apprécie énormément dans la vie. Quelqu'un veut l'enlever. Quelle résistance offrirais-je? Dépend de l'amour que j'ai pour cette chose. Dépend de l'amour. Et l'amour n'est pas quelque chose qui peut être forcé. L'amour est quelque chose de disponible seulement pour ceux qui sont, avant tout, en contact avec eux-mêmes. Il ne s'agit pas de rester en contact avec quelqu'un d'autre. La première chose est de voir qui vous êtes, et donc ce à quoi vous aspirez vraiment. Et puis vous êtes attiré par cela. Ce qui est en accord avec votre véritable aspiration. C'est ça l'amour. Ça doit être très, très intense. Très intense. J'adore citer Saint-Kabir quand il s'agit d'amour, et plus particulièrement de l'amour pour la liberté. Je vais le citer dans l'original. अधिक स्नेही माछरी दूजा अलप स्नेह ज्यों ही जल से बिछुड़े झट से त्यागे देह. L'amour doit être comme celui des poissons pour l'immensité de l'océan. Cela devrait être la qualité de votre amour. Je suis dedans, je suis amoureux de l'immensité. Je n'aime pas les petites choses. Au moment où vous me retirerez de l'océan, je mourrai tout simplement. C'est l'intensité d'amour dont vous avez besoin. Vous me sortez et je ne vivrai pas au-delà d'une minute. Vous comprenez? Oui. Salut tout le monde, je m'appelle Mansi et j'écoute Acharyaji et participe aux sessions depuis 11 mois. Donc l'enseignement le plus important pour moi pour aujourd'hui, de la session d'aujourd'hui, était où Acharyaji démystifie la définition du travail intérieur habile et adroit. Donc, généralement, comme d'autres aussi, et comme il l'a aussi dit, nous faisons habituellement une mauvaise interprétation de cela, où nous pensons que si nous sommes habiles et efficaces à faire un travail, alors nous sommes établis dans le yoga. Cependant, selon Krishna, S.R.I. Krishna, il dit que l'efficacité d'un travail est déterminée par la source ou le centre d'où provient l'action. Donc, si l'acteur, le set lui-même ou elle-même aide ce qui mène l'action. C'est donc l'enseignement le plus important pour moi. De la séance d'aujourd'hui, j'ai trouvé une autre chose intéressante, c'est que quand Acharyaji nous a dit que ce monde lui-même, donc cela signifie que ce monde existe en ce moment. Alors cela m'a rappelé, je veux dire, tout comme je suis un étudiant en physique, cela m'a rappelé le concept de la fonction delta de Dirac. Donc, là où elle n'existe qu'à un moment particulier. Alors, ce mouvement est aussi similaire à cela, où cela signifie si nous faisons le bon choix à ce moment, alors cela mène
Je veux dire, c'est ce qui compte vraiment. Donc, c'était une autre chose qui m'intéressait.